Messieurs, c'est l'heure de passer à la revue de presse. Moi les François, les aveux de Catherine Barachal. Voilà, François. Tenez, vous voulez pas me prendre aussi un pari pressé le monde, hein? Comme ça vous saurez tout puis vous pourrez faire le tri. Lux, je me tourne vers toi comme chaque semaine. Bonsoir. 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 Lux, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs, tu fais un petit peu le tour de la presse et tu sélectionnes quelques articles justement pour nous faire découvrir des choses qui auraient pu nous échapper. Et aujourd'hui, on revient sur un phénomène qui nous avait beaucoup fait parler il y a quelques semaines, celui de la psychose autour des punaises de lit. Ah, ça nous avait manqué. Ah oui. Ah oui, il fallait en reparler. Vous le savez, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et là, attention, ça va faire des étincelles. Oh là là. Je vais tenir une position qui est pas du tout consensuelle. Fais trembler la République. S'il y a quelque chose que je déteste dans ce monde, ce sont les punaises de lit. Ok. Ah, Yes. Dans l'Obs cette semaine, en kiosque depuis jeudi dernier, on part à la rencontre d'Abdoulaye Diatta dans un magnifique portrait de 4 pages intitulé « L'homme qui savait parler aux punaises ». Oh. Abdoulaye, il est chasseur de punaises de lit, c'est son métier. Mais Abdoulaye, il a une approche différente de son métier par rapport à ses concurrents. Abdoulaye, il ne porte pas de vêtements de protection, il se déplace en métro pour aller chez ses clients, il refuse d'utiliser des produits chimiques pour tuer les punaises, et il se décrit comme étant plus performant que les chiens détecteurs de punaises de lit. Ok. Dans ce super portrait de 4 pages, on suit Abdoulaye Diatta chez ses clients. Il part par exemple chez un directeur logistique d'une enseigne de luxe. Ce client, il est à bout, il psychote, il change de drap tous les jours, il dort extrêmement mal, tout simplement parce qu'il a l'impression de se faire constamment piquer par des punaises de lit tous les soirs. Alors Abdoulaye Diatta, il débarque dans la chambre, il se glisse sous le sommier, il observe les draps, puis il se relève. Il est sceptique, et là il annonce à son client « À mon avis, ce ne sont pas des punaises ». Alors le client il est surpris, mais en même temps il est rassuré. Puis en fait, le démontage complet du lit donnera raison à Abdoulaye, ce n'était pas des punaises de lit. c'était quoi? On ne sait pas. Ah, Oh, de la parano, tout dommage. simplement, de la parano. Peut-être de la parano. peut-être. Alors il avait quand même 2 piqûres sur lui, Aïe, aïe, aïe. mais on ne sait pas. Méchante araignée. Oui, il y il a est- d'autres choses, oui, bien sûr. Quand il a commencé à se former à la chasse aux punaises de lit, Abdoulaye Diatta, il a enfermé une dizaine de punaises dans un bocal. Puis, à échéance régulière, il ouvrait le bocal pour sentir les punaises, ce qui lui a permis d'identifier parfaitement l'odeur d'une petite punaise et de ses œufs. Abdoulaye Diatta, c'est un peu devenu une star, avec son approche anticonventionnelle de la punaise de lit. Il est devenu le chasseur de punaises de référence du monde de la culture. Il accompagne les acteurs, les réalisateurs, les techniciens, ceux qui parcourent le monde entier d'hôtel en hôtel. Une comédienne témoigne notamment dans cet article, et elle dit « Il est arrivé chez moi, il m'a dit « Ne vous inquiétez pas, on est ensemble maintenant ». Il s'est dirigé vers le lit, il a trouvé des petites déjections noires, mauvais signe. Ouais. Il a levé le sommier, il a soulevé une latte, mais pas toutes les lattes, une seule latte, comme s'il savait laquelle soulever. Il a regardé dans la cale, et il a trouvé une punaise, une seule, il l'a tuée, et il est reparti. Bref, c'est un super portrait que je vous conseille à lire dans l'Obs. Est-ce que les clients d'Abdoulaye, ils savent que le gars va de foyer infesté en foyer infesté via le métro sans se protéger, et donc peut-être qu'il en ramène chez les gens pour se faire du bif. Ah, exactement. Moi, c'est pas ce qui m'est venu à l'esprit. J'ai eu une idée de scénario. Je me dis, il va peut-être se faire piquer par une punaise, ça va faire comme Spider-Man, il va se transformer C'est vrai, ça. en super punaise de lit. Ah ouais, Punaise man. incroyable. Punaise man. Le super-héros qui sert à rien, il a aucun skills à part boire le sang des gens, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est pas foufou ça. Et du coup, il essaye de faire le bien, mais en même temps, il a envie de boire le sang des gens, donc il se retient de ouf. Il te tape sur l'épaule, t'es tout rouge. Ouais. Lux, tu vas nous parler maintenant d'un mariage un peu spécial. Une option très intéressante pour les 4 célibataires que nous sommes. Et si, messieurs, vous vous mariez avec vous-même? Oh. Ok. Ça, c'est chaud. C'est le concept du monomariage qui a intéressé le monde cette semaine, qui est parti à la découverte de ce nouveau phénomène en suivant Valérie, entrepreneuse parisienne de 40 ans. Valérie, elle en a eu marre des relations humaines, de l'amour avec un grand A. Alors elle s'est intéressée au mariage sous le prisme d'elle-même. Alors un peu pour la blague et beaucoup pour montrer son indépendance, Valérie, elle a réuni 60 de ses proches, sa famille, ses amis, pour un monomariage célébré dans une petite chapelle. Elle s'est jurée fidélité à elle-même. Ah, c'est beau. Cet automariage, c'est une tendance qui se développe, même si elle reste complètement anecdotique encore aujourd'hui. Pour un psychologue qui a interviewé dans cet article, l'action de Valérie est une forme saine de narcissisme. La première femme automariée, qui est également interviewée dans cet article, elle indique que l'action de Valérie, c'est l'affirmation d'une capacité à être heureuse par soi-même. Oh. C'est un article un peu loufoque, mais qui fait un petit peu réfléchir sur le monde, la société et la vie, et c'est à retrouver sur le site du Monde.
Magnifique. Merci, Lux. On Eh va bien. finir. Bah attends, il nous reste un article, je crois, je Bah pense. oui, c'est Oh trois- là là, c'est un trois dernier chaque article. 4 minutes de bonheur en plus. 4 minutes de bonheur en plus. Merci beaucoup. Pas du tout. Et pour finir, justement, tu vas nous parler d'une tendance actuelle qui peut expliquer certains retards dans une carrière professionnelle. Pour résumer ce super article du Figaro qui est paru ce matin, si vous avez des difficultés pour évoluer dans votre entreprise, si vous n'avez pas d'augmentation de salaire, si vous ne comprenez pas pourquoi ce super poste qui était fait pour vous a été octroyé à quelqu'un d'autre, regardez du côté de votre garde-robe. C'est peut-être parce que vous vous habillez mal. Dans ce papier du Figaro, Ouais, mais- on revient sur le pretty privilege, avec mon accent britannique. Magnifique. En effet. Le pretty privilege, c'est ce qui veut que l'apparence physique, y compris l'habillement, explique en partie la réussite professionnelle. Si l'on s'en tient par exemple au seul salaire, de nombreuses études ont montré que les personnes considérées comme les plus belles gagnent davantage que les autres. Il y a un économiste qui s'appelle Daniel Hammermesh qui a estimé à 5% le surplus de salaire des employés les plus attrayants physiquement, et ce, en ne se fondant que sur le visage. En fin de carrière, selon ses calculs, l'écart entre une personne belle et une personne moins belle représente 230 000 $ de rémunération moyenne. Waouh. Alors Ok. pourquoi, me demanderiez-vous? À cause d'un biais cognitif, l'effet de halo, qui pour résumer veut que notre impression sur quelqu'un, elle se forge au premier regard, et ce premier regard aura un impact sur l'ensemble des jugements que l'on émettra au sujet de cette personne par la suite. Donc messieurs, mettre une chemise, parfois ça peut être sympa pour vous et pour votre évolution professionnelle. Encore faut-il la repasser. Exactement. Merci beaucoup, Lux. Merci, Je Lux. vous en prie. Très sympa Bravo, tes Lux. articles cette semaine, vraiment. Très très sympa.